Le sud marocain en plein mois d'août. Partout sur ces plateaux rocailleux, une herbe rase et brûlée. Loin de la mer et de plus en plus près du désert, la chaleur est accablante, pour les hommes comme pour les animaux. Les gazelles elles-mêmes n'en peuvent plus et courent se mettre à l'ombre. Au Maroc, les gazelles sont des championnes de l'adaptation, vivant aussi bien dans les régions verdoyantes que dans les steppes pré-sahariennes. Malheureusement, la chasse a fait tellement de ravages dans leur population qu'il a fallu les protéger. Les gazelles d'Orca ne sont plus que quelques centaines regroupées dans des réserves, comme celle de Sidi Chiker, entre Marrakech et Safi. La chasse est aujourd'hui interdite, mais le braconnage sévit encore, même dans les zones protégées. Sveltes et légères, les gazelles symbolisent la grâce et la fragilité. Quoi de plus vulnérable à nos yeux qu'un petit faon ? Il pèse 1,5 kg à la naissance et n'a aucun moyen de défense. Il y a pourtant une force étonnante dans cet animal. Quelques heures après sa venue au monde, il est sur pied et une semaine plus tard, parfaitement apte à suivre le troupeau. Les gazelles d'Orca sont les plus petites de leur espèce, 65 cm au garrot. Elles forment des troupeaux mixtes qui se séparent en hardes plus restreintes pendant les périodes de rut. Un mâle dominant réunit alors 3 ou 4 femelles, un petit harem bien distinct, qu'il garde sous sa coupe. La bande latérale de leur robe est plus ou moins nette selon les saisons. Assez foncée quand les gazelles sont en forme et que la nourriture abonde, beaucoup plus pâle à la saison sèche. Ces belles cornes en forme de lyre sont l'attribut des mâles. Les femelles en portent de beaucoup plus petites qui sont toutes droites. Toujours en mouvement pour trouver de la nourriture, les troupeaux avancent, suivant un ordre et un rythme relativement réguliers. Par contre, si un danger menace, si un prédateur rôde, c'est l'affolement. Les gazelles sont excessivement craintives, émotives. C'est sans doute là leur plus grande faiblesse. Quand elles regardent ainsi attentivement, ce qui les intrigue, c'est qu'elles sont inquiètes. L'ennemi en question est un renard famélique qui rôde sur une hauteur au-dessus du petit bois où sont réfugiées les gazelles. Le renard a lancé l'offensive. Mais il ne s'agit pas de se jeter au milieu du troupeau. Il a une tactique plus subtile. Côté gazelle, on est à l'écoute. Ses grandes oreilles, ce n'est pas seulement pour s'accorder avec la grâce des cornes. Elles perçoivent le moindre bruissement qui doit mettre les gazelles en alerte. Que le renard fasse rouler un caillou sur son sentier de guerre et elles le localiseront, sachant ainsi dans quelle direction fuir. Toujours perché à quelques dizaines de mètres au-dessus des gazelles, le renard poursuit sa cavalcade, sans doute pour les affoler un peu plus. Infatigable, le renard court toujours en surplomb du petit bois. Sa vitesse de pointe est presque égale à celle des gazelles, 40 à 50 km/h. Très craintif lui aussi, il est incapable de s'attaquer à une bête au milieu d'un troupeau. Mais peut-être espère-t-il fatiguer une jeune gazelle et lui sauter dessus quand elle sera à bout de force.
il arrive qu'un ou deux individus meurent d'épuisement dans une telle course. Mais il y a un accident plus atroce. Se briser le cou en percutant un arbre. Il suffit d'un moment d'inattention pendant une galopade. Avec une fracture de la colonne vertébrale, cette jeune victime n'a aucune chance de survivre. Son troupeau l'a abandonnée et le renard ne tardera pas à la trouver. La solitude est aussi le lot des gazelles qui viennent de naître. Caché par sa mère dans la végétation, le faon a le réflexe inné de se tapir au sol et de rester immobile et silencieux. Sa mère reste dans les parages, mais ne lui rend visite que 3 à 4 fois par jour pour le nourrir et lui faire sa toilette, c'est-à-dire avaler ses excréments et le lécher pour qu'il ne porte pas d'odeur susceptible d'attirer des prédateurs. Mais le cas échéant, le faon sait comment réagir. Avoir échappé au serpent, c'est bien, mais encore faut-il retrouver sa maman. En principe, la femelle a toujours un œil sur le lieu de repos de son petit, prête à faire diversion pour que les prédateurs ne l'approchent pas. Mais celle-ci avait le dos tourné lorsque son faon a bondi pour se sauver, et il est parti dans la mauvaise direction. S'il se perd, il risque de tomber sous la dent d'un renard ou d'un chien errant, sans que nul ne vienne à son secours. Il y a quelques milliers d'années, un faon égaré avait toutes les chances de trouver un autre troupeau et une mère adoptive, car les gazelles étaient alors très nombreuses. C'était l'âge d'or du Sahara. Comment imaginer, devant ce paysage lunaire, que le Sahara ait pu être un jour un paradis terrestre ? Sur ces roches, situées à l'extrême sud du Maroc, près de l'Oued-Dra, des artistes sahariens ont gravé il y a 7000 ans ce qu'ils avaient sous les yeux. D'immenses plaines herbeuses où foisonnaient antilopes, oryx, girafes, éléphants. Une luxuriante savane. Arrivés par hasard dans cet Éden, des hommes qui vivaient jusqu'alors de chasse et de cueillette ont commencé à cultiver la terre et à domestiquer des animaux. On pense qu'il y a 6000 ans, l'ensemble de leur troupeau comptait 20 millions de bêtes. Ces gravures rupestres sont les seuls témoignages de cette ère d'abondance. Puis un jour, la planète a très légèrement changé d'orbite. Le régime des précipitations s'est modifié. Le climat devenant plus chaud, plus sec, la végétation s'est appauvrie jusqu'à laisser le sol entièrement dénudé. Les hommes ont dû aller chercher ailleurs des terres plus généreuses, et les troupeaux ont disparu de ces grands espaces. Seules quelques espèces profitant des grandes crues des oueds qui fertilisaient le sol se sont adaptées et vivent encore dans les régions les moins arides, mais en très petit nombre. Parmi les antilopes qui ont fait contre mauvaise fortune bon cœur, l'adax. Il s'est accoutumé à la vie dans le vrai désert. Il y a aussi l'oryx algazelle, le plus grand et le plus majestueux de tous les mammifères vivant au Sahara. Et enfin, un cousin de la chèvre, le mouflon à manchette. Il habite les montagnes et les terrains accidentés, ce qui lui vaut d'être moins menacé que les autres. Cette crinière qui part du bas de la gorge, les fameuses manchettes, est particulièrement spectaculaire chez les vieux mâles.
Voici à quoi devait ressembler le Sahara à l'âge du bronze, il y a 5000 ans. Une immensité de plaines verdoyantes, parcourue de larges rivières qui regorgeaient de poissons et de crocodiles. Un Éden plein de gibier et de grottes où s'abriter. Aujourd'hui, dans le sud du Maroc, l'eau est devenue un mirage. Il ne reste de ces rivières que des lits pierreux où des crues soudaines apparaissent de temps en temps, comme par miracle. Le Sahara n'est plus qu'une succession de paysages sublimes et désolés, et désertés par les êtres vivants. Enfin, pas par tous. Certains ont fait preuve d'étonnantes facultés d'adaptation. Ainsi, l'aigle du genre Aquila et la vipère à cornes. L'ergue et ses dunes ondulant à perte de vue ne rebutent pas l'animal saharien par excellence, le fennec, renard miniature aux oreilles démesurées. Le hérisson du désert est lui aussi un grand marcheur et un insatiable dévoreur d'insectes. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il y a même dans cette hyper-aridité des créatures qui fuient le soleil, des solifuges, comme la galéode. Elle excelle dans l'art de se réfugier sous le sable. L'auteur de ces empreintes étranges, un varan du désert, un grand lézard carnivore à l'appétit féroce et au caractère ombrageux. Ce curieux saurien est un poisson des sables. Il y plonge pour capter les vibrations émises par les insectes qu'il dévore goulûment. Le ciel saharien est traversé par bon nombre d'oiseaux migrateurs, des rapaces et des oiseaux granivores comme l'alouette. Le désert a aussi son dragon. C'est le surnom de cet insecte cuirassé, un eugastère, cousin du grillon. Il y a donc des animaux qui se sont adaptés au désert de sable, d'autres qui ont migré vers les montagnes, les steppes rocailleuses ou les savanes arides. Les gazelles d'Orca sont de ceux-là, et elles partagent ces territoires avec les oryx et les mouflons. Mais depuis quelques dizaines d'années, leur domaine a été restreint par les mesures de protection prises en leur faveur. Elles vivent à l'état sauvage, mais au sein de réserves, notamment dans le parc de Sidi Chiker. Elles recherchent de la nourriture presque sans arrêt, du matin au soir. Excepté pendant les 3 mois de canicule où elles restent couchées à l'ombre aux heures les plus chaudes de la journée. Très prévoyantes, les dorcas mangent d'abord les plantes poussant au sol et ont soin de garder les feuilles des arbres pour les périodes de disette. Ces gazelles partagent une longue histoire avec les hommes. Il semble qu'elles aient été domestiquées par les anciens Égyptiens. Des écrits retrouvés dans une tombe datant de 2500 avant Jésus-Christ révèlent que le défunt avait possédé 1135 gazelles. Plus tard, les Romains en ont élevé également. Quand elles ne finissaient pas à l'étal du boucher, elles servaient à tirer les chariots des enfants de familles riches. On tannait leur peau, on utilisait leurs cornes pour emmancher les couteaux et les os de leurs chevilles pour fabriquer des dés à jouer.
Pendant ces périodes de canicule où la chaleur est visible dans l'air, la température dépasse souvent 45 à 50 degrés à l'ombre. Certains ne savent plus où se mettre. Contrairement aux renards qui se déshydratent assez vite, les gazelles d'orca ont une étonnante résistance à la soif. Elles font des réserves de graisse sur leur dos, comme les chameaux. Et l'humidité contenue dans les végétaux qu'elles mangent suffit à assurer leurs besoins en eau pendant de longs mois. Malgré cette sobriété exemplaire, elles se désaltèrent bien sûr quand elles en ont l'occasion. Il y a de nombreux bassins dans le parc de Sidi Chiker. Seulement l'odeur du renard qui se repose tout près de là dans les roseaux les fait hésiter. Lui est apparemment trop accablé par la chaleur pour chasser, mais sa présence inquiète cette femelle et son petit. Le parc de Sidi Chiker existe depuis les années 50. Il a été créé par le protectorat français. Des gardes forestiers sont chargés de sillonner les pistes qui parcourent ce territoire protégé de 2000 hectares. Chacun d'eux est équipé d'une paire de jumelles et d'un fusil qui lui sert à tirer les chiens errants, premiers prédateurs des gazelles. De temps en temps, ils abattent également des renards, mais simplement pour limiter leur population car ils sont protégés, eux aussi. Chargés de balles en caoutchouc, leurs fusils servent surtout à dissuader les braconniers de poser des pièges pour capturer des gazelles. On a construit des miradors à différents endroits pour pouvoir surveiller les animaux présents dans la réserve, surtout les gazelles qui sont un peu les enfants chéris de Sidi Chiker. Les dorcas se déplacent de façon très aléatoire, ce qui les rend assez difficiles à observer. Mais c'est le rôle des gardes forestiers que de suivre un peu le déplacement des troupeaux, de voir s'il n'y a pas de bêtes malades, de recenser si possible les nouvelles naissances. Parfois, deux gardes se retrouvent à un point donné du parc pour une mission précise. Par exemple, contrôler l'état des abreuvoirs, vérifier que l'eau n'y est pas croupie ou souillée. Les gardes ont constaté que depuis plusieurs jours, les gazelles ne sont pas venues se désaltérer. Inspection faite, ils découvrent que des sangliers se sont baignés dans les abreuvoirs. Du coup, les gazelles, incommodées et apeurées par cette odeur, ne veulent plus y boire. Il va falloir les nettoyer. Après chaque ronde, il faut noter à quel endroit des troupeaux ont été vus. En faisant la synthèse de toutes ces informations, on peut déterminer les itinéraires suivis par les gazelles pendant un temps donné et essayer d'y trouver une logique. Mais aujourd'hui, les gardes ont fait une autre découverte, des traces de pas suspectes, ce qui veut dire que des intrus ont pénétré dans le parc.
Au siècle dernier, la gazelle d'Orca était encore largement répandue dans tout le nord de l'Afrique, de l'Atlantique à la mer Rouge. Elle s'est tellement raréfiée en Afrique du Nord dans la première moitié du XXe siècle qu'elle est arrivée pratiquement au bord de l'extinction, à cause des hommes qui l'ont trop chassée. Disséminées un peu partout, des déserts de sable aux montagnes et jusqu'aux abords des villes et des campements, elles étaient faciles à capturer. Il y a quelques années encore, celles qui vivaient en lisière du désert étaient victimes des pratiques ancestrales de certains nomades. Des bergers capturaient des faons et les intégraient à leur troupeau de chèvres pour les engraisser, puis les manger. La viande de gazelle boucanée faisait le délice des Touaregs. Mais ceux qui nuisent le plus gravement aux gazelles d'Orca sont évidemment les braconniers, qui font entre autres le commerce de la viande. Et le braconnage reste très difficile à contrôler même au sein des réserves, car il est pratiqué en solitaire ou à deux, en toute discrétion. Le mois d'août, la pleine saison chaude dans le sud marocain, est le plus pénible à supporter pour les gazelles. Même dans le parc de Sidi Chiker, où elles peuvent trouver de l'eau, elles souffrent énormément de la chaleur. Malgré cela, elles ne se départent jamais de leur grâce, qui est souvent associée dans la tradition orale à la féminité. Dans des temps très anciens, raconte une légende, un prince tomba amoureux d'une paysanne. Deux rangs aussi éloignés, l'union était vraiment impossible. Le prince s'adressa à un sorcier pour qu'il transforme la jeune fille en gazelle. Ainsi, il pourrait la voir auprès de lui. Mais la gazelle refusa de se laisser approcher. Alors le prince voulut à son tour devenir une gazelle. Le sorcier lui donna les meilleurs attributs pour conquérir sa belle. Un pelage ambré comme sa peau, de longues cornes robustes comme son amour pour elle. Au palais, on ne s'expliqua jamais la disparition du prince. Quand on voit 3 ou 4 gazelles à la queue leu-leu, il s'agit en général d'un mâle suivi de son petit harem, les femelles qui l'a conquise et qui le suivent pas à pas comme son ombre. Pour rester le maître, un mâle dominant doit très souvent affronter les rivaux qui convoitent son harem à l'approche de la saison des amours, ou plutôt des saisons des amours, car les gazelles en ont plusieurs. Si l'on ne veut pas se faire détrôner, il convient d'être vigilant. De veiller à ce que ces femelles ne s'éloignent pas trop, même pour se mettre à l'ombre, et surtout de marquer son territoire. Un mélange d'urine et d'excréments déposés çà et là comme d'invisibles bornes est censé décourager les autres mâles d'insister. Pendant la sécheresse, plusieurs petites troupes se retrouvent ainsi dans des zones plus ou moins ombragées. Et si les pâtures n'ont plus grand-chose à offrir, il reste les maerrois et les leptadénias aux feuilles épaisses et coriaces pour survivre en attendant des jours meilleurs. Attendre. Voilà à quoi sont souvent réduites les gazelles pendant la canicule. Attendre que le soleil soit moins brûlant, attendre le retour des pluies, en espérant ne pas être dérangé ou menacé. Il suffit parfois qu'une gazelle fuit un prédateur pour semer la panique. Brusquement, sans même savoir pourquoi, chacun rejoint en hâte son troupeau. Et chaque troupeau déguerpit sous la conduite de son chef. Entre les moments passés à attendre la fraîche et les déplacements motivés par la faim ou la peur, il y a aussi les intermèdes amoureux, qui sont provoqués à cette période de l'année par les femelles. Subitement, l'une d'elles se met à courir pour exciter les mâles. Et voilà la suprématie d'un chef de harem remise en cause. Un rival a rejoint le chef en titre et les deux adversaires vont relever ensemble le défi lancé par la femelle. Le mâle dominant partira en tête, suivi de celui qui veut tenter de le détrôner. La femelle qui a mis le feu aux poudres les poursuivra tous les deux.
La course n'a pas encore débuté. On s'observe, on tergiverse. On réagit au mouvement de l'autre qui semble prendre un malin plaisir à donner de faux départs. Souvent, ces atermoiements se résument à une série de courses très brèves qui n'aboutissent qu'à un statu quo, et l'épreuve est remise à plus tard. Novembre, même endroit. Les pluies ont métamorphosé la savane roussie par le soleil. Dans ces pâturages tout neufs, les gazelles vont pouvoir se refaire une santé. C'est le début d'une période faste pendant laquelle elles accumuleront de la graisse qui leur permettra d'affronter la prochaine pénurie de nourriture. C'est aussi la saison des naissances. Les femelles d'orca qui portent pendant 4 à 5 mois ont 2 petits parents, un en mai et un en novembre. Peu de temps après avoir mis bas, les femelles seront à nouveau en chaleur. Les mâles vont pouvoir entamer leur cours et se préparer à leurs joutes amoureuses. Tout semble donc aller pour le mieux dans cet Éden où les gazelles d'orca s'ébattent librement. Mais il y a une ombre au tableau. Les fameux braconniers qui pénètrent illégalement dans le parc pour poser des pièges. Bien qu'ils opèrent généralement les nuits de pleine lune, les gardes en ont parfois surpris dans la journée. Les gazelles ont une vue incroyablement perçante. L'une d'elles a décelé au loin un mouvement inhabituel et senti les intrus. Elle s'approche pour identifier le danger. Les gazelles sont comme ça, émotives mais curieuses aussi. D'un pas décidé, comme si elle allait rendre compte à ses congénères de ce qui se passe, la gazelle s'éloigne. Les braconniers savent où poser leurs chausses-trappes. Ils connaissent presque aussi bien que les gardes forestiers les itinéraires le plus couramment empruntés par les gazelles. Ce sont les mêmes que ceux des sangliers. Ces derniers se font d'ailleurs souvent prendre au piège. La gazelle espionne poursuit son chemin dans la direction opposée. La présence de ces humains l'a suffisamment inquiétée. Ses congénères sentiront forcément cette appréhension et comprendront qu'il y a, de là où elle vient, un danger. L'information est-elle passée? Sans doute, car plusieurs petits troupeaux se sont rassemblés, comme souvent en cas de menace.
Pris sur le fait, les braconniers sont passibles de 1 à 3 ans de prison. S'ils prennent d'aussi gros risques, c'est que la gazelle d'Orca se vend très cher au marché noir, pour la viande, mais aussi pour d'étranges pratiques de sorcellerie. Dans certaines ethnies, les hommes confectionnent avec les organes génitaux des femelles une potion qu'ils font boire à leurs femmes pour s'assurer de leur fidélité. Cet usage se perpétue de génération en génération. Pourtant, aucune statistique ne peut dire si la méthode est efficace. Les pièges, en revanche, sont infaillibles. 2 mâchoires dentées actionnées par un ressort. Il suffit que la gazelle pose le bout de son sabot au bon endroit pour faire sauter le petit morceau de bois qui commande la fermeture. Elle n'aura aucune chance de se dégager. Le camouflage est tout un art. La finition est essentielle pour ne pas éveiller la méfiance de la future victime et les soupçons des gardes qui patrouillent. Pour l'instant, les gazelles continuent à s'éloigner vers l'autre extrémité du parc. Mais elles auront oublié dans quelques heures ce qui les a fait fuir et reviendront peut-être dans cette zone dangereuse. Un garde forestier les observe depuis un moment. Il a vu plusieurs troupeaux réunis courir dans la même direction. Un indice précieux pour localiser le danger qui les a effrayés. Certain maintenant que des braconniers ont fait un mauvais coup, le garde s'est adjoint plusieurs personnes pour l'aider à trouver le ou les pièges. C'est une véritable battue qui est lancée. Mais il faut dire que l'enjeu est important. Les braconniers tuent bien plus de gazelles que tous les prédateurs du parc réunis. وانا اشوفهم مزيانه دابا خصني نمشي انا عنده بلاتي رشيد هنا هو رشيد. Les gardes forestiers de Sidi Chiker sont prêts à tout pour protéger leurs gazelles. Ils ont d'ailleurs un rêve qui se réalisera peut-être un jour. Que l'on installe dans ce parc une retenue d'eau pour concentrer en un seul endroit les pluies annuelles. Ainsi, les gazelles pourraient se désaltérer ailleurs que dans les abreuvoirs où viennent aussi les sangliers et les renards. زيد 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 زيد. Les recherches durent maintenant depuis plus de 2 heures. Un travail de fin limier qui consiste à repérer la moindre anomalie sur le terrain. L'étau se resserre autour de l'hypothétique piège qui ne le sera plus très longtemps. فك فك زيد زيد زيد. عيد 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 نقرا هرب
L'inspection ne s'arrêtera pas là. Il va falloir s'assurer que d'autres pièges n'ont pas été posés ailleurs. Dans les troupeaux, les joutes amoureuses ont repris. Une femelle a provoqué un mâle qui s'est lancé à sa poursuite. Le mâle dominant va être obligé de participer à la course s'il veut sauvegarder son harem. Il va faire un grand détour, comme s'il voulait prendre les deux autres à revers. Les gazelles peuvent courir ainsi pendant plus d'une demi-heure, et elles font des pointes à 60 km/h. Aussi, ces galopades amoureuses se déroulent-elles en général aux heures les plus fraîches, tôt le matin ou même au milieu de la nuit. Il y a maintenant 3 participants, dont un mâle dominant qui risque de se faire évincer par le premier. Parfois, les coureurs s'arrêtent et l'on peut croire que c'est la fin de la chevauchée. Mais non, les voilà qui repartent, toujours aussi pleins d'énergie. Sauf le mâle dont la suprématie est menacée, mais qui ne semble pas aussi enclin à participer que son rival. Le mâle dominant se lance à nouveau à la poursuite du couple. Ces courses effrénées constituent une rude mise à l'épreuve de la force et de l'endurance des concurrents. Le gagnant sera considéré comme le plus digne de perpétuer l'espèce. Celui qui abandonne est bien entendu éliminé et a peu de chances de pouvoir se reproduire cette fois. Sous les yeux du perdant, la course continue, comme si le vainqueur s'offrait un baroud d'honneur. Il arrive que les vaincus, le plus souvent des chefs de harem détrônés, restent prostrés pendant plusieurs jours. Et certains, on le verra, se laissent carrément aller au désespoir. Les gardes forestiers trouvent souvent des cadavres de gazelles dans le parc, mortes de dépit, tuées par accident ou attaquées par un prédateur. Sur chaque victime, il faut faire un bref rapport indiquant notamment son âge,
qui se calcule d'après le nombre d'anneaux que comportent les cornes, comme les cernes de l'aubier indiquent l'âge de l'arbre. Il faut toujours enterrer une gazelle morte, par respect pour l'animal d'abord, mais aussi pour que le cadavre n'attire pas les chiens errants. Dans la religion musulmane, il est d'usage de couvrir la tombe d'un défunt de feuilles de palmier. Les gardes forestiers appliquent cette coutume avec les moyens du bord, des branches d'eucalyptus. Avril, le miracle du printemps. Il a suffi de quelques jours de pluie pour qu'il se produise. Les lits des oueds se sont remplis. Les eucalyptus et les acacias sont plus majestueux que jamais. Les arbustes se couvrent enfin de vert. Et le sol revêt les couleurs des fleurs qui végétaient depuis un an. Cette féerie ne dure que quelques jours, tout au plus une semaine, et elle n'a lieu qu'une fois dans l'année. Le printemps est la saison du renouveau aussi pour les gazelles. Elles ont retrouvé une vigueur étonnante. Tous les troupeaux sont en effervescence. C'est la deuxième période des naissances. Quand elles auront mis bas, les femelles concevront ici le petit qui naîtra dans 6 mois. Mais avant l'accouplement, il y aura, comme il se doit, de longs rituels de séduction, des joutes et même des combats entre mâles. Combat est un bien grand mot. Les adversaires ne font que se pousser mutuellement, corne contre corne, le plus puissant obligeant le plus faible à reculer. De toutes les espèces de gazelles, les dorcas sont les moins violentes dans leurs affrontements. Leur duel se solde au pire par une oreille déchirée ou un museau écorché. Mais le vainqueur aura prouvé qu'il est assez puissant pour réunir un harem. Après ces éliminatoires, il y a encore une épreuve décisive. Les femelles veulent bien appartenir à un mâle, à condition que celui-ci soit vraiment le plus fort, le mieux à même d'engendrer une progéniture solide. À ce stade, ce sont donc les femelles qui font leur sélection en vue du rituel numéro 2, la course. Une femelle en chaleur attire des mâles grâce à des phéromones, une odeur qu'elle produit uniquement lorsqu'elle est disposée à s'accoupler. Une odeur irrésistible pour eux. Ensuite, il faut entraîner 2 prétendants au moins à l'écart du troupeau. C'est ce que cette jeune femelle essaie de faire. Et voici un premier candidat. Quelques sauts de biche pour confirmer la provocation et indiquer la direction de la course. Le premier mâle entre dans le jeu.
Un peu plus loin, un autre prétendant s'est éloigné lui aussi du troupeau. C'est un chef de harem, mais il semble moins motivé que le premier concurrent. Sa présence est pourtant indispensable si l'on veut qu'il y ait compétition. La femelle et le premier candidat entament la course. Peut-être l'autre va-t-il ainsi se décider. Numéro 2 entre enfin dans l'arène. Les deux autres l'attendent. Voilà, cette fois l'épreuve peut commencer. Pour corser encore la chose, la femelle accélère, doublant presque son allure. Le mâle numéro 1 suit parfaitement, il la dépasse même. Mais le second est nettement en retrait et sérieusement distancé. Les deux autres sont bien loin maintenant. Numéro 2 tente un ultime effort pour essayer de les rattraper. Désormais, le second prétendant est hors course. Cette femelle qui vole plus qu'elle ne court ne sera plus jamais à lui. Numéro 2 a perdu, et il a même tout perdu. Cet échec le destitue de son rôle de mâle dominant. Il est trop vieux, trop faible maintenant pour conquérir des femelles. Puisqu'il ne peut plus se reproduire, il préfère se laisser mourir. Un an a passé. Dans cette troupe de gazelles d'Orca, les divers épisodes amoureux ont donné lieu à une trentaine de naissances. Dans leur domaine réservé, où on les protège le mieux possible des hommes, la vie continue pour elles comme depuis des millénaires. Une succession de transhumances et de courses folles, de périodes d'abondance et de jours de disette. Au fond, la fragilité des gazelles d'Orca n'est qu'une apparence. Car au fil du temps, il leur a fallu au contraire une force de survie exceptionnelle pour ne pas disparaître.